Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux grandes crises qui nous menacent. Bien sûr, tout d'abord la crise bancaire qui est loin d'être terminée. Alors, je sais que certains nous disent « ça y est, c'est fini, tout est sous contrôle, tout va bien dans le meilleur des mondes ». Bon, faut pas être naïf, hein. Encore une fois, bien sûr, on se doit d'être optimiste, mais il faut être réaliste. Cette crise est loin d'être terminée, il y a toujours des dangers qui sont là, même certains qui sont en train d'augmenter, notamment en Europe, on le verra tout à l'heure. Et puis la deuxième grande crise, c'est bien sûr la crise française qui est en train de s'installer. Alors, c'est vrai que la réforme des retraites a été votée, entre guillemets, par 49.3, la motion de censure a été évitée de justesse, comme vous le savez, mais néanmoins, on voit qu'une crise politique est en train de s'installer, et surtout une crise sociale et sociétale avec des conséquences qui pourraient être dramatiques, bien sûr, sur l'économie française, sur l'activité, sur le chômage, et puis également pour l'avenir, tout simplement, de la France au sens large. Et donc, dans ces conditions, une grande question s'impose. D'ailleurs, vous me la posez quasiment tous les jours. Comment protéger son argent? Comment protéger son épargne, finalement? Est-ce qu'il faut investir dans l'or, dans le bitcoin, dans les marchés boursiers, dans l'immobilier? Est-ce qu'il faut garder avec soi dans les bas de laine? Est-ce qu'il faut, finalement, carpe diem, consommer plutôt que de perdre tout? Enfin bon, il y a beaucoup de questions qui se posent. On va bien sûr y répondre en toute transparence, en toute indépendance, avec comme d'habitude des graphiques réalisés sans trucage. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est important, parce que justement, c'est comme ça qu'on peut dire la vérité et réagir en conséquence. Alors, on va commencer par une question qui me vient régulièrement. On me dit, mais pourquoi cette crise bancaire arrive aujourd'hui? Il n'y a pas de fumée sans feu, comme vous le savez, c'est-à-dire que cette crise n'est que la conséquence des erreurs du passé. Et c'est même pire que ça. Cette crise n'est qu'une suite logique de toutes les erreurs qu'on a accumulées ces dernières années. Alors, premier problème, là on fait un petit flashback rapide, évidemment la pandémie. Bon là bien entendu, le problème c'est que la gestion de cette pandémie a été catastrophique. Alors je dis bien, au début, évidemment, les 3 premiers mois, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Le problème, c'est qu'on a bloqué nos économies pendant quasiment 2 ans. Et pour financer tout ça, ça a été évidemment une grave erreur, on a généré une flambée des dettes publiques, ne serait-ce qu'en France. La dette publique française a augmenté de 582 milliards d'euros, vous vous rendez compte? Alors que sur la même période, le PIB, donc en 3 ans, finalement, a augmenté que de 161 milliards d'euros. Ça fait cher payer, le milliard d'euros de PIB. Et surtout, on voit bien qu'il y a cette inefficacité. Alors, ça ne s'est pas trop vu parce que cette dette publique a été financée justement par les banques centrales, ce qu'on appelle la planche à billets. Et donc, ces deux erreurs concomitantes, avec une planche à billets qui était complètement démentielle, évidemment, ont généré ensuite l'ensemble des catastrophes qu'on vit depuis quelques années. D'abord, les bulles financières, notamment sur les startups. Comme l'argent était magique, comme l'argent était gratuit, on finançait un peu tout et n'importe quoi. Il y avait ces fameuses licornes, vous savez, d'entreprises qui étaient valorisées 1 milliard de dollars, il y en avait 800, sauf que seule une quinzaine étaient rentables. Alors, bien entendu, au total, il y en aura une centaine, il y aura 700 peut-être entreprises qui vont disparaître, qui étaient quand même valorisées chacune 1 milliard de dollars, au minimum. Vous vous rendez compte, la déperdition, la destruction de richesse, tout ça parce que comme l'argent était gratuit, on s'est dit, on va investir n'importe comment. Autre problème, comme on a créé trop de monnaie, ça a généré évidemment un dérapage inflationniste. Dès 2021, on l'a souvent dit ici même, alors on nous riait au nez à l'époque, et puis évidemment cette inflation s'est installée. Arrive ensuite la guerre en Ukraine, là aussi, qu'on aurait dû tout faire pour éviter, bien entendu, mais enfin, elle est arrivée, donc ça a aggravé l'inflation, au niveau énergétique, au niveau alimentaire, et maintenant l'inflation devient incontrôlable et évidemment est en train de se généraliser à l'ensemble des secteurs. Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'à partir de là, les banques centrales qui ont fait un déni de réalité en disant non, l'inflation c'est rien, ça va pas durer, c'est temporaire, c'est transitoire, enfin tous les termes un petit peu comme ça, je dirais abscons ou autres, on voit bien que finalement cette inflation a duré et donc les banques centrales ont dû courir derrière l'inflation, ont dû réagir avec retard et donc augmenter leur taux d'intérêt. Donc elles ont arrêté en partie la planche à billets pour l'instant, et elles remontent leur taux d'intérêt. Et donc c'est à partir de là que, comme il n'y a plus d'argent magique, là on retrouve une réalité économique. Et donc beaucoup d'entreprises sont en train de disparaître. Et donc les banques qui les ont financées, ou celles qui géraient l'argent, évidemment, de ces dirigeants d'entreprise, ils veulent récupérer leur argent. Donc c'est ce qui a fait la faillite, par exemple, de la Silicon Valley Bank. On le voyait la semaine dernière. Et donc à partir de là, aujourd'hui, on ne fait que payer ces erreurs. Alors le drame, c'est que ça continue. C'est qu'à partir du moment où on a cette hausse des taux d'intérêt, on a donc le dégonflement de la bulle du numérique. On est en train de le vivre. Et on a également un krach obligataire. Et donc des faillites d'entreprises qui sont en train d'arriver. Reste à savoir si ça va s'arrêter là ou si d'autres banques ne vont pas faire faillite et malheureusement c'est le danger. Alors c'est vrai que par rapport aux faillites qu'on évoquait la semaine dernière, donc qui ont fait un tabac entre guillemets, les autorités monétaires et publiques et politiques ont réagi très vite, notamment aux États-Unis. Donc là on a fait on a employé les grands moyens, donc notamment l'assurance des dépôts qui normalement c'est de je dirais 250 000 dollars par compte. Alors là on a dit non, on lâche tout, on va assurer tous les dépôts des banques qui ont fait faillite, notamment la Silicon Valley Bank. C'est incroyable. Le problème, c'est que, ne serait-ce que Silicon Valley Bank et Signature Bank, il y a à peu près 250 milliards d'euros de dépôts.
Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, donc la FDIC, donc, qui garantit justement ces dépôts, n'a en compte que 200 milliards de dollars. Donc on doit rembourser 250 milliards, mais on n'a que 200 milliards en caisse. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'évidemment, le gouvernement américain va certainement encore financer, peut-être augmenter sa dette publique, mais attention, s'il le fait, ben là aussi, ça va peut-être encore alimenter l'inflation, générer une augmentation des taux d'intérêt. Donc c'est le cercle pernicieux. Et donc, parallèlement, on a ce soutien public au secteur bancaire. Alors on l'a vu également en Suisse dernièrement, donc la Banque nationale suisse, le gouvernement suisse ont tout fait pour que UBS donc, rachète Crédit Suisse, avec évidemment une garantie, un financement assuré, et parallèlement, on voit que donc 11 grandes banques américaines, parmi les plus grandes, donc, ont déposé 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank, qui est justement la banque en difficulté. Donc on pourrait se dire, avec tout ça, bah ça y est, la crise est finie, on a stoppé l'hémorragie, tout va bien. Alors quelles sont les conséquences? Alors tenez-vous bien, il y a des graphiques un peu durs à supporter. On va commencer avec justement la First Republic Bank. On pourrait vous dire, ça y est, elle est sauvée, tout va bien. Ben non. C'est-à-dire que malheureusement, la descente aux enfers a continué. Vous vous rendez compte que là, on est sur, je dirais, un cours de l'action qui est de 12 $, on est à peine au-dessus des 10 $, alors qu'on était encore à 210 $ il y a quelques mois. Donc l'important, c'est de regarder l'évolution en quelques jours. Le 13 mars, donc, du cours de l'action First Republic Bank, moins 61,8%. Le 20 mars, moins 47,1%. Hein, donc c'était hier. Et ça veut dire qu'en 5 jours, l'action a chuté de 90,1%. Donc bien sûr, par rapport à novembre, ça fait 94,5%. Évidemment, on se rend compte qu'on a un gros problème. On a un gros problème, c'est que malgré toute cette injection, ces injections de liquidités, de soutien bancaire, etc., de soutien des autorités, ça ne marche pas. Il y a toujours cette crainte. Donc il y a toujours ces dangers sur des faillites bancaires qui pourraient arriver demain, notamment aux États-Unis. Donc regardez la valeur boursière de cette action, de cette entreprise, First Republic Bank, qui pourtant était une banque plutôt, je dirais, assez solide, du moins c'est ce qu'on nous disait. On est passé de 23 milliards de dollars le 7 mars à 2,2 milliards le 20 mars de valorisation. On est compte la destruction de valeur, la destruction de richesse. Donc évidemment, c'est assez inquiétant. Alors ça, c'est pour le côté américain. Côté, je dirais, suisse maintenant. Alors voilà, le cours de Crédit Suisse, bah, on pourrait se dire, bon, bah, ça y est, c'est sauvé, tout va bien dans le meilleur du monde. Alors c'est vrai que comme on a racheté à un prix bas, bon, bah, le cours a continué de baisser. Donc là, regardez bien, l'action donc Crédit Suisse est tombée à 0,82 francs suisses. C'est assez incroyable. Vous voyez, on était à 90 francs suisses en 2007, encore à 60 francs suisses en 2010, et ainsi de suite. Vous voyez, cette descente aux enfers incroyable. Donc ça veut dire qu'en un jour, donc moins 55,9% de baisse, moins 71% en 10 jours. Vous voyez, ça c'est après, encore une fois, le sauvetage de Crédit Suisse, donc moins 99% depuis 2010. Enfin, je pense aux actionnaires qui ont osé continuer à investir dans Crédit Suisse. C'est une grande catastrophe, même si UBS aujourd'hui a repris les actifs, quid de l'avenir, bien entendu, de cette banque. Donc ça pose là aussi des questions. Alors vous allez dire les banques françaises dans tout ça. Alors c'est vrai que, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, donc BNP Paribas, Crédit Agricole, ça résiste un peu, mais il y a des banques qui continuent de souffrir, et notamment Société Générale. Vous voyez ce qu'on évoquait la semaine dernière, où le cours de l'action a continué de chuter, tout de même, moins 23,4% en 10 jours. C'est quand même une sacrée claque, bien entendu. Alors, je ne dis pas qu'il y a des problèmes, que Société Générale va faire faillite, bien entendu, mais on se rend bien compte que la suspicion s'est installée, et qu'aujourd'hui on va regarder au plus près sur les banques. Donc la crise bancaire est loin d'être terminée. Ça, il faut bien prendre conscience que malheureusement, ça va encore durer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a aujourd'hui une situation où nous devons, il faut peut-être laisser faire certaines banques faillites. Certaines banques américaines doivent peut-être faire faillite pour un petit peu assainir, bien sûr, de façon organisée, pas comme Lehman Brothers. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, cette fuite en avant, on dit on lâche tout, on dépense tout, le quoi qu'il en coûte qui revient, c'est extrêmement dangereux et ça va également alimenter l'inflation. Donc ce n'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Alors si on regarde maintenant, ça c'est pour la crise bancaire, et la crise française dans tout ça, le problème c'est que on a beaucoup parlé, bien sûr, de la réforme des retraites, des manifestations, etc. Mais pendant ce temps-là, l'inflation a continué d'augmenter. Vous voyez, l'INSEE a même révisé à la hausse son chiffre d'inflation du mois de février. On est à 6,3%, vous voyez, un plus haut donc depuis juin 1985. Avant, on avait eu un plus haut donc au mois d'octobre dernier. Non, là, c'est un plus haut. On n'a plus jamais vu ça depuis 1985, juin 85. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres Eurostat, on est même à 7,3% d'inflation, qui évidemment est particulièrement difficile. Alors là, on a le détail des chiffres de l'INSEE, qui viennent de sortir également pour le mois de février. Donc là, on voit bien que c'est plus trop les biens énergétiques où il y a beaucoup d'inflation, il y en a toujours, mais c'est surtout les biens alimentaires. Vous voyez, les huiles alimentaires, 51,1% d'inflation. Le sucre, 48,7%. Bien sûr, donc les combustibles, toujours 40,5%. Pareil pour le gaz. Regardez le tourisme, oui, il se rattrape. Là, le secteur du tourisme se rattrape grandement, 33,5% d'augmentation. Farine et céréales, 24%. Beurre, 23,7%. Produits laitiers, 23% de hausse. Alors il y a des produits également à niveau domestique, par exemple.
18,8%. Et vous voyez que ça se généralise à tous les secteurs d'activité. Appareil électroménager, plus 18,7%. Entretien du foyer, 15,4%. Luminaire, 10,4%. Alors, vous voyez que cette inflation se généralise, elle s'installe, c'est plus que l'énergie ou l'alimentaire. Et alors il y a toujours des services évidemment qui baissent, par exemple le service culturel, moins 17,3, ou encore les abonnements audiovisuels, moins 32,8. Mais ça ne suffit pas bien entendu, on n'achète pas ça tous les jours. Par contre l'inflation évidemment, elle reste toujours élevée en France. Donc ça, c'est le premier problème, l'inflation est forte. Deuxième problème, on a toujours des déficits extérieurs dramatiques. Là aussi on n'en a pas trop parlé parce qu'il y a eu cette crise bancaire, mais tout de même, en janvier 2023, on a atteint un nouveau record de déficit commercial, 169,2 milliards d'euros sur 12 mois en France. Vous voyez cette descente aux enfers là aussi. On croirait une action boursière, mais ça c'est le déficit extérieur français. Alors on va me dire oui, mais c'est à cause de l'énergie. Hors énergie ça va mieux. Eh ben non. Voici le déficit extérieur hors énergie. Vous voyez là aussi on a atteint un record historique de 82,4 milliards d'euros sur 12 mois au mois de janvier. Donc qu'on arrête effectivement de dire que là aussi tout est sous contrôle. Non, ce déficit se creuse et c'est extrêmement dangereux. Alors parallèlement, on me dit oui, mais bon, grâce au tourisme, ça va mieux, grâce au flux de transferts, ce qu'on appelle la balance courante, ça va mieux. Eh bien non, là aussi, record historique. Vous voyez, on est à 59,2 milliards d'euros de déficit de la balance courante française. On n'a jamais vu ça. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer négativement sur l'économie française, il faut bien en prendre conscience, et parallèlement sur ce arrive cette crise sociale, sociétale, qui d'ores et déjà a coûté 4 à 5 milliards d'activités en moins pour le premier trimestre 2023, et avec parallèlement une situation pour les entreprises qui aujourd'hui est très difficile. Les faillites d'entreprises sont en train d'augmenter. Dernier chiffre de la Banque de France du mois de février donc 2023, on est à quasiment 51% d'augmentation des faillites sur 12 mois en glissement annuel. 51% d'augmentation. Alors bien sûr, on part de très bas, c'est sûr, donc il y a un effet de correction, mais tout de même aujourd'hui, attention, ces défaillances sont là, sont fortes, et risque là aussi, si effectivement la crise sociale, sociétale s'installe, eh bien de générer de nouvelles faillites, et parallèlement du chômage. Donc vous voyez qu'on a un risque énorme sur l'avenir de l'économie française, et également sur l'avenir des banques au niveau mondial. Je vais parler bien sûr de la France sur les banques, on peut parler également des banques italiennes où il y aurait 200 milliards, voire 300 milliards de créances douteuses. Certaines compagnies d'assurance vie aujourd'hui ont de graves difficultés. On voit bien que, donc tout ça pour dire, soyons quand même prudents, je veux dire, on a une situation compliquée. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire de notre épargne? Alors déjà, rappeler des règles de bon sens, c'est plus important. D'abord, ne jamais oublier le couple rendement-risque. Quand il y a un rendement élevé, c'est qu'il y a un risque élevé. Donc soyez très prudents sur ce qu'on va vous conseiller. Donc il faut bien choisir sa banque. Alors évidemment, moi, il faut toujours donner trois, sans faire de publicité, donc trois banques qu'on favorise. Je favorise toujours BNP Paribas, Crédit Agricole et Banque Populaire, on va dire, au sens large. Les autres sont peut-être bien entendu, mais celle-là, en tout cas, on a une bonne vision à court terme. Donc il faut bien choisir sa banque, mais voir une grande banque qu'une banque qui a pris beaucoup de risques, par exemple. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut bien faire ce choix. Et puis éviter les petites banques qui viennent de se créer, etc. Ça peut être très dangereux, même si elles ont une très bonne image. Regardez ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank aux États-Unis. Ensuite, attention, aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies d'investissement qui vous vendent monts et merveilles, et souvent ce sont des arnaques. Donc vérifiez que l'entreprise existe bien, amf-france.org. Si jamais c'est sur la liste noire, évitez. Si elle n'est pas du tout dans la liste, là aussi, c'est que c'est une arnaque. Donc soyez très prudents, parce que justement, dans les phases de crise, il y a beaucoup d'arnaques qui se créent malheureusement. Donc là aussi, soyez extrêmement prudents. Donc des fois, c'est vrai que les banques traditionnelles, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus compliqué, etc. Il n'y a pas toujours un très bon service clientèle, alors, sauf dans les banques que j'évoquais tout à l'heure. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui bien regarder où on met son argent. Après, ensuite, quatrième point, évidemment, toujours garder une poire pour la soif. Alors bien sûr, ça peut être l'or, on le verra tout à l'heure, mais on pourrait aujourd'hui, comme les taux d'intérêt ont augmenté, en profiter, mettre sur des taux sur livret réglementés, à taux donc garantis, si possible défiscalisés. C'est pas grand-chose, mais enfin, mieux vaut ne pas gagner grand-chose que perdre beaucoup, même si effectivement, quand on élève l'inflation, c'est des taux d'intérêt négatifs, mais globalement, on protège quand même son épargne sur le court moyen terme. Et puis enfin, dernier point, j'ai souvent dit, carpe diem, il faut profiter de l'instant présent, consommons. Alors regardez, si tous ceux qui ont consommé ces dernières années ont évité justement l'inflation. Donc on a eu un gain de pouvoir d'achat exceptionnel, ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors, évidemment, faut-il encore le pouvoir, bien entendu. Donc ça, c'est, on va dire, des règles de bon sens. Maintenant, dans le détail, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de son épargne? Alors déjà, comme j'ai souvent dit, d'ailleurs c'est des conseils que j'avais déjà évoqués ici même il y a plusieurs mois, qui ont fonctionné,
il faut délaisser les bons du Trésor, hein, les obligations d'État. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt flambent. Donc évidemment, quand les taux d'intérêt augmentent, le cours de vos obligations baisse. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de banques ont des difficultés aujourd'hui? Parce qu'elles ont énormément d'obligations dans leur portefeuille. Et comme les taux d'intérêt augmentent, le cours de leurs obligations est en train de baisser. Donc ça, vous voyez, les taux d'intérêt français ont augmenté. La dette publique française va rester élevée. Donc la hausse des taux, aujourd'hui, on est autour des 2,7% de taux d'intérêt à 10 ans. On était monté à 3,2 il y a quelques jours. On va rester autour des 3, peut-être même monter à 4. Donc il faut rester prudent. Après, évidemment, si vous voulez garder vos obligations 10 ans, sur la France par exemple, là vous êtes sûr d'avoir un rendement de 3 à 4% tous les ans, c'est pas mal. Donc ça, évidemment, on peut le faire, mais sinon, si on doit vendre ses obligations avant les 10 ans, il vaut mieux éviter. Premier point. Deuxième point, évidemment, les placements phares, que sont par exemple l'immobilier. Là aussi, je vous l'ai souvent dit, attention, l'immobilier à long terme, c'est très bien. À court terme, surtout en France, il y a un petit problème. On voit aujourd'hui, j'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, il y a de fortes baisses des prix des logements un peu partout, pas seulement à Paris ou dans les grandes villes, un peu partout en France, parce qu'on avait une bulle, ça a été trop loin. Aujourd'hui, il faut ajuster tout ça, et donc l'augmentation des taux d'intérêt, c'est la courbe rouge ici, donc quand ça baisse, ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que les prix des logements, évidemment, vont baisser. Donc, sur le long terme, oui. À court terme, il faut être extrêmement prudent. Alors, bien sûr, on a les marchés boursiers qui résistent bien. Finalement, c'est vrai que voilà, toutes les bonnes nouvelles sont bien prises, sont bien intégrées, et même les mauvaises, j'ai envie de dire, parce que quand ça va mal, on se dit « Ah ben finalement, les taux d'intérêt vont pas trop augmenter, donc tout va bien ». Bon, on a quand même eu une baisse de 6,1% en 9 jours, hein, vous voyez, pendant la crise bancaire, entre guillemets. Donc, il faut là aussi rester extrêmement prudent. Il y aura des phases de rebond. Hein, ça sera donc les montagnes russes régulières sur les marchés boursiers. Il faut néanmoins rester prudent. C'est comme pour l'immobilier. À long terme, ça va. À court terme, soyons prudents. Donc ensuite, on a les traditionnelles valeurs refuges. D'abord le franc suisse. Alors le franc suisse, évidemment, donc là c'est l'euro par rapport au franc suisse. Donc quand la courbe baisse, c'est-à-dire que l'euro se déprécie et que le franc suisse s'apprécie. Voilà, là, on voit que le franc suisse est un petit peu déprécié sur la période récente. C'est vrai que Crédit Suisse, évidemment, ça a posé quelques difficultés, mais néanmoins, on se maintient autour des la parité entre le franc suisse et l'euro, 1 contre 1. Donc c'est plutôt, je dirais, une bonne valeur refuge qu'on peut garder en portefeuille, tout comme le dollar qui devrait s'améliorer, même s'il a un petit peu baissé, mais je le préférais quand même par rapport à l'euro. Et ensuite, bien sûr, ça aussi une valeur qu'on vous a conseillée depuis déjà plusieurs mois, l'or. Toujours en avoir, j'ai toujours dit entre 10 et 15% de ce portefeuille. Ceux qui veulent plus, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a touché, donc hier, on a dépassé les 2000 $ l'once. Je vous rappelle que le sommet c'était 2040 $ l'once pendant la crise du Covid, 2019. Donc si on voit la crise 2008, on avait atteint 1900 $ l'once et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on a une crise, évidemment les cours de l'or augmentent. On voit bien qu'on se maintient, comme je l'ai souvent dit, vous voyez, entre 1600 et 2000 $ l'once. Donc quand l'once d'or baisse sous les 1800, ça redevient intéressant. Là, ça va commencer à devenir cher, mais il faut toujours en garder, là aussi, une sorte de poire pour la soif, garder cette or, ce qui nous permet justement de faire face aux crises à venir. Et puis bon, dernier point, évidemment, je vais en parler. Alors, je sais qu'à chaque fois que j'en parle, ça génère évidemment des réactions assez chaudes, assez, des fois violentes. Donc, éviter, ça sert à rien, je veux dire, globalement, sur le Bitcoin, évidemment. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, si vous avez envie de prendre des risques, simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tant que, ça fait 25 ans que je fais ce métier, quand je fais des conseils, je dois surtout, entre guillemets, maîtriser les valeurs financières. Et c'est vrai qu'il faut être honnête, aujourd'hui, les crypto-monnaies, on ne les maîtrise pas, c'est extrêmement spéculatif. Beaucoup d'ailleurs ont disparu, donc il y a beaucoup de personnes qui ont perdu tout en investissant sur les crypto-monnaies. C'est vrai que le Bitcoin, c'est une sorte, entre guillemets, de valeur refuge pour les crypto-monnaies, j'entends bien. Et donc c'est vrai que là, ça est remonté, on est remonté à 28 000 $ le 20 mars, enfin, on est toujours à 58,6% de baisse depuis le 8 novembre 2021. Voyez, on voit bien la tendance. Donc, soyez extrêmement prudents, c'est un véhicule extrêmement spéculatif. Si vous aimez prendre des risques, pourquoi pas, mais sinon, mieux vaut s'abstenir, encore une fois, mieux vaut investir dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on connaît, et ce sur quoi, évidemment, on a, je dirais, une prise, entre guillemets, parce que là, on voit, si une banque fait faillite, on peut récupérer 100 000 €, mais si un bitcoin disparaît, ou si une entreprise qui gérait vos bitcoins disparaît, il n'y a pas d'assurance des dépôts, donc vous perdez tout. Donc soyez quand même extrêmement prudent, mais faites ce que vous voulez. Si vous avez envie, ne vous énervez pas, les adorateurs du bitcoin, si vous voulez en acheter, allez-y, faites-le, mais simplement, c'est mon devoir de dire aujourd'hui que ça reste extrêmement dangereux. Donc, en conclusion, on a ces 8 points. Prudence, bien sûr, sur les marchés boursiers, délaisser toujours les dettes publiques, on peut toujours garder un petit peu d'obligations indexées sur l'inflation, même si elle va un petit peu baisser, mais si on les garde jusqu'à leur échéance, ça reste quand même un bon placement. On reste sur le franc suisse et sur le dollar. L'immobilier français, oui, mais que sur du long terme, là ça va baisser à court terme. Bien sûr, on conserve certaines matières premières qui ont bien baissé, qui vont remonter un petit peu, et surtout des métaux précieux, de l'or, notamment de l'or physique, si on peut, bien entendu. Sur les crypto-monnaies, Bitcoin,
la volatilité va rester très forte, donc restez extrêmement prudent. Et bien sûr, bon, il y a la fameuse 100 000 € de garantie sur les comptes courants. Ce sont les comptes courants, bien entendu, que les entreprises ne sont pas concernées. Normalement, on assure, espérons-le, en tout cas, ces dépôts. Pareil sur les produits d'assurance vie ou sur les produits, justement, qui sont figés. Mais c'est vrai que sur les comptes courants, si vous pouvez avoir plusieurs banques, c'est plus pratique que de laisser plus de 100 000 €, ceux qui les ont, bien entendu, sur un même compte courant. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. On peut encore protéger son épargne, mais c'est vrai qu'on va avoir deux crises, je dirais, jointes, que ce soit sur la banque ou sur la situation française. Espérons qu'on sortira par l'eau de ces crises, mais c'est vrai qu'on va malheureusement, il faut être honnête, vivre encore quelques mois un petit peu compliqués. Donc on garde le contact, je continuerai bien sûr de vous alerter. Donc bonne continuation, et portez-vous bien, et à très bientôt.